sérieusement endommagé le Tirpitz. Ce raid remonte en flèche le moral de la population britannique. Il faudra plus de 6 mois aux Allemands avant que le Tirpitz ne soit à nouveau opérationnel. Et à ce moment-là, la Royal Navy sera prête à affronter de nouveau le monstre. Après les dommages infligés par les sous-marins de poche de la Royal Navy, le haut commandement de la Kriegsmarine décide qu'il est trop risqué de remorquer le Tirpitz en Allemagne pour l'y mettre en cale sèche. Le cuirassé sera réparé en Norvège. Durant l'hiver 1943-1944, des centaines d'ouvriers et de membres de l'équipage travaillent dur dans des conditions climatiques extrêmes pour réparer les graves dommages subis par le navire. À la mi-mars, le Tirpitz est prêt pour des essais en mer. À la fin du mois, le bateau est déclaré à nouveau opérationnel. Chaque mouvement du monstre est soigneusement répertorié par les guetteurs des fjords et signalé à l'amirauté britannique. Lorsque le 30 mars 1944, la Home Fleet de la Royal Navy prend la mer à Scapa Flow, le moral est au plus haut. En début d'année, la flotte militaire a coulé le croiseur cuirassé Scharnhorst au large de Cap-Nord, en Norvège, alors qu'il s'apprêtait à intercepter un convoi allié. La Home Fleet est une force redoutable, comptant près de 25 bâtiments de guerre, parmi lesquels des cuirassés, des porte-avions, des croiseurs et des destroyers. Le 3 avril à l'aube, en position au large de la Norvège, la flotte se tient prête à lancer l'opération Tungsten. Selon un plan aérien complexe, le Tirpitz devra être attaqué en 2 vagues de bombardiers Barracuda armés de bombes perforantes. Des chasseurs corsaires escorteront chaque vague, tandis que les Hellcat et les Wildcat attaqueront les canons antiaériens sur le Tirpitz et les collines environnantes. Le cuirassé est touché à 6 reprises durant la première vague et à 8 reprises durant la seconde. Pour des pertes mineures s'élevant à 3 avions et 9 morts, l'aéronaval a infligé de graves dommages au Tirpitz. 122 hommes d'équipage sont tués, 316 autres, dont le capitaine, sont blessés. Au cours des mois d'avril et de mai, l'aéronaval mène 4 attaques supplémentaires sur le cuirassé allemand. Mais elles sont toutes compromises par le mauvais temps ou les écrans de fumée qui obscurcissent le voisinage de la cible. Le Tirpitz est à présent capable de déployer un rideau de fumée en moins de 15 minutes. En août, la Home Fleet revient avec 5 porte-avions et mène 4 nouvelles attaques au cours du mois. Celle du 24 août sera la plus efficace. Les défenses du Tirpitz sont maintenant constamment en alerte et ses rideaux de fumée encore plus présents. Pourtant, les 77 bombardiers britanniques parviennent à le toucher à 2 reprises. Mais on est très loin du résultat espéré. La première bombe de 250 kg atteint le toit d'une tourelle blindée de 38 cm sans réussir à la pénétrer. La seconde, une bombe perforante de 725 kg, perce les entrailles du Tirpitz sans exploser. La déflagration aurait pu être fatale au navire allemand. La force aéronavale de la Royal Navy ne perd que 2 avions durant cette mission. Les dommages infligés au Tirpitz le rendent une fois de plus inapte aux opérations en mer. Le monstre est au mouillage et le temps s'écoule. Les Britanniques sont maintenant en mesure de déployer de nouvelles armes. En mai 1943, la Royal Air Force attaque victorieusement 3 grands barrages allemands au moyen d'une nouvelle bombe révolutionnaire. La charge est conçue pour frôler la surface de l'eau, comme un ricochet, et couler près de sa cible avant d'exploser. Les recherches se poursuivent et la bombe à ricochet est modifiée en vue d'attaquer de grosses unités de guerre comme le Tirpitz.
La bombe doit être en mesure de rebondir au-dessus des systèmes de défense conventionnels, comme les filets anti-torpilles, avant de couler sous la cible où elle doit exploser avec un effet maximal. Mais tandis que la bombe à ricochet subit diverses améliorations, son inventeur, Barnes Wallis, met au point une nouvelle arme encore plus dévastatrice, la bombe Tallboy. Avec une charge de 5 tonnes et demie, la bombe est conçue pour percer les cibles les plus lourdement protégées, comme les abris de U-boat. La bombe Tallboy est également surnommée la bombe séisme, en raison de sa taille et de sa puissance de destruction. La RAF est convaincue que les Tallboy peuvent venir à bout du Tirpitz. Mais le cuirassé étant embusqué dans le fjord de Ka, il est hors de portée des bombardiers basés en Grande-Bretagne. Après plusieurs essais, la RAF comprend qu'un raid aérien n'est possible que si les bombardiers atterrissent et se ravitaillent en Russie. Le 10 septembre 1944, 33 bombardiers Lancaster des 9e et 610e squadrons décollent d'Écosse à destination de Yagodnik en URSS. Sur la base aérienne russe voisine d'Arkhangelsk, les conditions météo sont mauvaises et plusieurs avions sont gravement endommagés à l'atterrissage. Mastercogs off, throttles half inch open, ignition on, contact on the go. Le 15 septembre, 27 Lancaster décollent de Russie pour mener à bien l'opération Paravan. Tandis qu'ils approchent du fjord de Ka, les écrans de fumée sont rapidement déployés, mais plusieurs bombardiers ont eu le temps de larguer leur bombe Tallboy. L'une d'elles frappe la proue du Tirpitz et émerge sous la ligne de flottaison avant d'exploser. 2 autres explosent à côté. Les dommages sont considérables. Le lendemain, les Allemands décident de déplacer le cuirassé jusqu'au fjord de Tromsø. De là, le Tirpitz pourra jouer le rôle de forteresse flottante et contrer une invasion alliée en Norvège. Le déplacement est vite repéré par un avion de reconnaissance photographique Mosquito. Mais en envoyant le Tirpitz dans le fjord de Tromsø, les Allemands l'ont placé dans le rayon d'action des bombardiers lourds Lancaster basés en Grande-Bretagne. Toutefois, les avions doivent subir quelques modifications pour être efficaces. Le canon de tourelle du milieu est enlevé, des réservoirs de carburant supplémentaires sont ajoutés et leurs moteurs Merlin sont remplacés par des modèles plus performants. L'opération Obviet est lancée le 29 octobre. 38 Lancaster décollent à destination du fjord de Tromsø. Le mauvais temps et les écrans de fumée rapidement déployés compliquent le bombardement, mais les souffles de plusieurs explosions manquées de près causent de graves dommages aux arbres d'hélice du supercuirassé. Le Tirpitz est désormais immobilisé. Avec une détermination farouche, la RAF revient le mois suivant. L'opération Catéchisme est lancée le 12 novembre 1944. Une fois de plus, les Lancaster arrivent aux abords du fjord de Tromsø. Cette fois, le temps est dégagé et les écrans de fumée plus lents à se déployer. De plus, les chasseurs de la Luftwaffe, normalement envoyés en couverture depuis la base aérienne voisine de Bardufoss, ne sont pas là. Le monstre est sans défense et vulnérable à l'attaque. À 9h41, les premières Tallboy sortent des soutes des Lancaster. Le supercuirassé est atteint coup sur coup par 2 d'entre elles. La première touche le navire près de l'une des tourelles de 38 cm. La seconde bombe sur le bâbord avant, ouvrant une énorme brèche de la quille jusqu'au pont supérieur. La mer s'engouffre à travers la blessure mortelle et le Tirpitz commence à gîter dangereusement sur bâbord, tandis que de nouvelles bombes s'abattent autour de lui. À 9h50, une bombe l'atteint à nouveau, causant une gigantesque explosion. Le navire est perdu. À 9h52, le Tirpitz chavire. L'attaque n'a duré que 11 minutes. Plus de 1000 membres d'équipage restent prisonniers sous la coque retournée. Tout au long de la journée, on tente désespérément de les libérer
en découpant la carène du navire, mais seuls 85 d'entre eux seront sauvés. À travers la coque, les sauveteurs entendent les prisonniers entonner « Deutschland über alles » avant d'être à jamais engloutis par les eaux. Le Tirpitz meurt, comme il est né, aux accents de l'hymne national allemand. Le plus grand cuirassé d'Hitler a été vaincu. Il ne représente plus une menace pour les convois de ravitaillement alliés vers la Russie. Le monstre est mort.